Bon, je vais pas vous mentir, je suis en train de finaliser la vidéo, mais suite à des problèmes techniques, j'ai complètement foiré mon intro, donc je vais essayer de la refaire ici. En gros, si tu as envie de voir un mec qui va peut-être faire son mea culpa sur le RGB, un mec qui va vous mettre quelques extraits mais très courts de ce fameux vidéo que vous ne verrez jamais du montage façon Henry Cavill, commenté par Jason et complètement foiré, mais surtout si toi qui es en train de monter une machine, tu as besoin de quelques idées pour choisir ton matos, quitte pas, cette vidéo elle est pour toi. Allez, je vous propose de découvrir ce qu'il y a juste derrière moi et de découvrir quels ont été les choix qui ont emmené la première vidéo du changement de mon setup à cette deuxième partie avec un relooking de ma vieille machine. Le boîtier que j'ai choisi, c'est le Metallic Gear NeoCube dans sa version blanche. Faut savoir qu'il est aussi disponible en couleur noire et que c'était d'ailleurs vers cette couleur-là que je m'étais dirigé jusqu'à ce que je découvre que le produit était en rupture de stock partout. Et vous allez le voir, on est vraiment dans une période très compliquée puisque le mot rupture de stock va revenir très régulièrement dans cette vidéo. Alors pourquoi ce boîtier? Pour plusieurs raisons. J'avais opté pour un modèle de chez Lian Li, le PC011 dans sa version dynamique, que je trouvais très beau, sauf que pareil, il était en rupture de stock. Du coup, en cherchant un peu, j'ai découvert grâce à la chaîne FNK Hardware un boîtier qui avait retenu son attention, puisque le NeoCube n'était ni plus ni moins qu'un clone du Lian Li. D'ailleurs, lui, il possède le Lian Li et il avait découvert que ce modèle était encore même moins cher que son concurrent. Pour le Lian Li, il faut compter environ un peu plus de 150 €, je crois 159 dans sa version moyenne tour entrée de gamme contre 110 € pour celui de Metallic Gear. Le NeoCube, il bénéficie d'ailleurs des matériaux tout aussi soigneux que son concurrent puisqu'on a du métal, du verre trempé 4 mm et le boîtier est plutôt bien pensé pour l'agencement des câbles. Perso, je ne suis pas quelqu'un qui a la patience et la rigueur, mais je trouve que le résultat qui est juste derrière moi est plutôt satisfaisant. Oui, on va pas se mentir, je suis plutôt fier. J'aime bien la connectique embarquée à l'avant avec la prise jack, 2 ports USB 3 et un port USB type C qui m'a demandé d'ailleurs un petit adaptateur pour le faire fonctionner depuis ma carte mère. Mais le tout est un ensemble assez complet pour les différents périphériques que je vais devoir brancher. Ce boîtier, il a pas mal de mérites puisqu'il ne se limite pas qu'à être un simple clone. Il a une fonctionnalité qui le démarque même des boîtiers traditionnels. Si vous lui mettez une bonne grosse alimentation de 1000-1200 watts, vous pouvez carrément caser une seconde configuration en ITX. C'est idéal pour un streamer qui souhaite par exemple avoir une machine dédiée à l'enregistrement de ses streams pendant que l'autre machine sera exclusivement à faire tourner les jeux. C'est pas une possibilité que je vais utiliser pour le moment, on sait jamais, peut-être qu'il y a un streamer qui dort en moi, qui sommeille et qu'un jour je ferai des streams sur des jeux VR comme tous mes copains de chez ETR. Donc peut-être c'est tant mieux d'avoir cette opportunité et j'ai envie de dire qui peut le plus peut le moins et pour l'instant je vais me contenter du moins. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait dans ce boîtier et je vais pas vous mentir, j'ai failli ne pas le prendre lorsque j'ai vu notamment le nombre de disques qu'il pouvait accueillir. Il faut savoir qu'il y a deux configurations, soit vous mettez 5 disques en 2,5 pouces, soit 2 disques en 3,5 pouces et 3 disques en 2,5. Voilà, mon ancien boîtier faisait beaucoup mieux, je pouvais monter jusqu'à 8 disques durs, que ce soit en 3,5 ou en 2,5 pouces. Je suis quelqu'un qui archive beaucoup et qui installe pas mal de jeux, même si j'ai pas beaucoup le temps de jouer. Et même avec mon NAS, j'ai du mal à avoir la place nécessaire puisque je stocke beaucoup de rush en 4K pour rester connecté, plus des vidéos qui peuvent dater de mes débuts de YouTube qui remontent à peu près à 2012-2013. Donc ça fait du monde et puis parfois on n'a pas toujours la patience de basculer de l'un à l'autre. Donc voilà, on laisse traîner pas mal de fichiers, mais bon. J'ai décidé de lui pardonner et de faire un effort un petit peu de rangement, voilà, et en faisant un petit peu aussi le ménage dans tout ce que je stocke. Au niveau insonorisation, tout dépend de ce que vous allez lui mettre puisque celui-ci est livré sans ventilateur. Donc il n'y a pas entre guillemets d'état de fait à la livraison, je ne pouvais pas vous dire ce qu'il en est. Il faut savoir aussi que c'est un PC qui est globalement une tour assez ouverte avec du mesh à l'arrière, voilà, donc du coup certes ça laisse bien passer un petit peu le flux d'air à l'intérieur de la machine, mais ça aura aussi pour conséquence de laisser passer le bruit.
Donc voilà, faites très attention dans le choix des ventilateurs. J'en parlerai un petit peu plus à la fin de cette vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-ci il est clairement conseillé pour le water cooling, même si vous pouvez mettre des ventirades. Et moi, j'avais jamais mis de water cooling avant, donc du coup, c'est le moment de vous parler du Cooler Master Liquid ML 240 V2. V2 pourquoi? Parce qu'il y a eu une première version, une version qui a subi des modifications, donc faites très attention pendant votre achat, même si je suis pas sûr que la V1 soit encore en vente. Il faut savoir que tout a été revu dans le produit, que ce soit en passant par la pompe. Ils ont également changé les ventilateurs et ils ont procédé à une optimisation du surface de la dissipation. Ce qui en ressort des différentes recherches que j'ai faites sur ce produit, c'est qu'il est classé dans la catégorie milieu de gamme au bon rapport qualité-prix. On est aux alentours des 69 €. Si on regarde les détails, on a un large radiateur en aluminium, une pompe à double chambre pour séparer le liquide frais en entrée du liquide chaud en sortie. On a deux nouveaux ventilateurs baptisés Cycle Flow RGB de 120 mm et le tout est relié par des tuyaux gainés de 40 cm. Sans être l'équivalent d'un produit masterclass, et là pour le coup j'ai une pensée pour la petite famille Hémisphère qui fait des water cooling avec du plexi, des tubes en plexi, voire même des tubes en verre qui sont de toute beauté et d'un tout autre niveau. Le tout est quand même plutôt bien conçu et fait robuste. Attention toutefois au radiateur, je sais pas si c'est moi ou si c'est un petit défaut de fabrication sur mon modèle quand je l'ai reçu, peut-être que c'est moi qui l'ai plus mal manipulé, mais j'ai constaté des petits problèmes au niveau de quelques stries sur la surface de dissipation qui étaient légèrement pliées, endommagées. C'est très fragile sur cette partie-là et je ne vous cache pas que j'ai même réussi à mettre un petit coup de tournevis qui a rebondi sur cette surface et qui a un petit peu tordu mes stries. Et du coup, ce que j'ai fait avec une pince délicatement, j'ai remis tout ça bien. Donc faites très attention, cette partie est très délicate, donc faites bien gaffe quand vous mettez vos coups de tournevis. En tout cas, j'aime beaucoup sa sobriété, sa simplicité, que ce soit dans le design, dans sa construction ou même dans le montage qui est pas très dur à réaliser. Je regrette peut-être simplement que sur le logo de la pompe, il n'y ait pas marqué Cooler Master en RGB, pareil avec le contour du logo. Là, ça fait peut-être un peu trop sobre et un peu trop simpliste à mon goût, mais franchement, rien de bien méchant. Vaut mieux peut-être que ce soit comme ça que plutôt un peu trop surchargé. Voilà, ce n'est qu'un petit regret, on va dire. Alors de ce que j'ai vu des tests et de ce que j'en ai lu également, c'est vraiment un produit, comme je l'ai dit, un très bon rapport qualité-prix, mais que ce soit en termes de performance et en termes de nuisance sonore. Pour le coup, vous pourrez même vraiment compter sur lui si vous décidez d'overclocker un petit peu votre processeur. Alors attention, il y a quand même quelques limites, on n'est pas sur du water cooling ultra haut de gamme, mais si vous avez envie d'un petit peu monter la bête, d'essayer de donner un peu plus de puissance à votre processeur, je pense que très clairement, water cooling fera largement le boulot, si vous êtes amateur. Avant de passer aux autres nouveautés, je vous propose qu'on fasse un rapide retour sur mes barrettes de RAM que j'ai évoquées lors de ma vidéo précédente. Ce sont des Patriot Viper. Leur fréquence elle est de 3733 MHz quand elles sont cumulées en CL17. Or, d'après les sites spécialisés, le véritable point d'optimisation, ce qu'on appelle le sweet spot pour schématiser pour un ratio 1.1, est une fréquence de 3600 MHz. Du coup, j'ai été dans la gestion de la mémoire de mon BIOS pour forcer manuellement la fréquence de mes barrettes de RAM, les mettre en 1800 MHz chacune d'entre elles et de forcer les timings en 16, 19, 19, 39, ce qui est vraiment recommandé pour mon processeur qui, je le rappelle, est un AMD 3700X. Donc pour ce coup, j'ai optimisé, on va dire, les échanges entre mon processeur et les barrettes de mémoire vive. Allez, je vous propose que pour me faire pardonner de ce petit écart, on aille sur la partie, on va dire, la plus consistante de cette vidéo, le produit que tout le monde attend, le choix de la carte graphique. Voilà, je vous fais pas plus attendre le suspense, voici la RTX 3070 que j'ai récupérée parce que ça a été un énorme périple, ça a été un des produits les plus durs, si ce n'est d'ailleurs le plus dur que j'ai réussi à avoir dans cette vidéo. On l'a bien vu, les ruptures de stock, elles touchent particulièrement ces produits qui sont d'ailleurs très demandés. Les usines ont eu du mal à repartir suite à la pandémie et il a fallu aussi jouer avec
les mineurs, ceux qui minent tout ce qui est les bitcoins. Et du coup, eh bien, eux, dès qu'il y avait le moindre stock, ils avaient des robots qui étaient là pour phagocyter l'ensemble des stocks disponibles et ça n'a pas été une mince affaire. Et je vais vous donner ma petite astuce. Pour ça, je dois un sacré coup de main à une communauté qu'on appelle la communauté des bavards qui ont un compte Twitter et un Discord. Eh bien, cette communauté dispose dans leur Discord de robots qui donnent aussi des infos sur la disponibilité des RTX quasiment en temps réel. Après, c'est qu'une question de rapidité. Je ne vais pas vous mentir, j'étais plutôt à la recherche d'une 3080. J'avais vraiment envie de me faire plaisir et d'aller au plus loin possible avec cette configuration. Voilà, pas de 3090, soyons pas fous non plus, mais une 3080 et elle est tellement rare et elle est tellement encore plus victime des pénuries et autres que finalement je me suis rabattu sur une 3070 qui possède 8 Go de DDR6. Alors je viens d'une 1070, donc une carte graphique Founder Edition 1070 faite par MSI et en vrai, étant joueur en 1080p, j'ai pas forcément vu de grosses différences au niveau de la puissance, puisque sur cette définition, une 1070 fait très bien le job. Voilà, vous n'avez pas vraiment besoin d'upgrader tout de suite votre carte graphique. Mais disons que maintenant, si j'ai envie de changer les écrans que j'ai juste derrière moi, eh bien écoutez, au niveau carte graphique, je suis plutôt prêt à sauter le pas. Par contre, j'ai pu tout de suite bénéficier de certains avantages comme le ray tracing dans les jeux, le DLSS 2.0 voire supérieur, mais aussi du Nvidia Broadcast qui m'a plutôt impressionné sur la vidéo de présentation de cette technologie par Texama. Bien entendu, eh bien, il y a la partie montage aussi sur lequel ça va me donner un sacré coup de main et je vous ne parle pas aussi de la puissance des futurs titres VR sur lesquels je vais pouvoir pousser au maximum au niveau des détails sur mon Oculus Quest 2 qui a quand même quasiment 4K en définition. Et voilà, avec le link, je vais pouvoir me donner à cœur joie sur les meilleurs titres VR du moment. Après, je vous cache pas que ma très bonne surprise, elle s'est faite au déballage. Cette carte, elle est plutôt superbe. Elle a du RGB, mais en vrai, j'étais totalement fan et halluciné de l'écran qui est intégré sur cette carte, qui nous permet d'avoir des animations GIF préenregistrées plutôt stylées et on peut même créer les siennes. Je ne vous cache pas que j'ai eu très envie de mettre le logo de la chaîne en GIF animé. Bon, une fois ce gimmick passé, on va pas se mentir, eh bien j'ai essayé de tirer un meilleur parti de cet écran. Notamment, l'idée c'était d'avoir en un coup d'œil des informations sur le niveau de consommation du GPU, de la RAM de la carte graphique, de la température, du nombre de FPS qui sont affichés. Voilà, c'est très intéressant d'avoir ce type d'informations et c'est vrai que je suis très fan de cet écran. Alors comme vous vous en doutez, cette carte, ça a été le plus gros investissement que j'ai fait sur cette config puisque le tout m'a quand même coûté 669 €, ce qui est quand même bien supérieur aux 520 € demandés par les 3070 Founder Edition. Mais il faut le savoir, les cartes graphiques custom sont globalement jusqu'à 100 € plus élevées et pour toutes les options que possède ce modèle, la pénurie actuelle, honnêtement, je trouve que je m'en sors vraiment plutôt bien. En jetant un œil rapide sur certains sites, j'ai vu que cette carte avait grimpé parfois jusqu'à plus de 1000 €. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous retenir, faites patience, voilà, ne vous jetez pas dessus ou allez voir peut-être la communauté des bavards s'ils peuvent vous aider. Attendez que tout ça rentre dans la normale pour l'acheter au prix le plus juste. En changeant de carte graphique, fatalement, je vais dû me résoudre à changer d'alimentation puisque la mienne était de 550 watts et elle pouvait plus du tout assurer l'alimentation de toute cette configuration. J'avais opté au début pour une Seasonic Focus GX 750 en 80+ Gold, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs sur les posts Instagram de la chaîne, et qui était vraiment une marque renommée et une valeur plutôt sûre. Mais c'était sans compter sur le retour de Romain qui m'a trouvé une petite pépite qui était d'ailleurs un petit peu moins chère que la Seasonic qui était à 145 €. Pour 143 €, il m'a retrouvé une Fractal Ion Plus 860p, Fractal que j'ai quitté avec ce boîtier Metallic Gear. Et là du coup, je reviens avec Fractal pour une nouvelle alimentation. Alors pourquoi un tel revirement de situation? Eh bien tout simplement parce qu'avec cette Fractal, je gagne 110 watts de plus que la Seasonic et en plus la Seasonic était 80+ Gold et là je passe en 80+ Platinum avec une fiche de certification qui nous donne un rendement moyen à plus de 90%.
Elle aura galéré à arriver, je vous cache pas, j'ai même eu des frayeurs à cause de nombreux mails de report ou même à un moment le magasin en ligne me demandait si je voulais pas plutôt me faire rembourser, mais j'ai tenu bon et ça valait le coup. C'est une alimentation totalement modulaire, ce qui m'a permis de brancher juste le strict nécessaire par rapport à mes besoins. Elle est peu bruyante avec un ventilateur de 140 mm et propose même une fonction 0 RPM pour choisir entre un mode actif ou semi-passif. On a donc une alimentation qui est plutôt très performante avec des tensions très stables et silencieuses d'après les tests que j'ai lus. Franchement, c'est que du bonheur. Je vous mettrai vraiment dans la description tous les tests que j'ai pu trouver par rapport au matos que j'ai pris et vous allez voir que celle-ci ne démérite pas puisqu'elle a très peu de nuisances sonores et elle est très performante avec des tensions stables. Et on a été jusqu'au bout du délire puisqu'au niveau du tuning de la machine, j'ai été jusqu'à ajouter 3 ventilateurs de chez Lianli cette fois-ci, les Uni SL 120, donc des 120 mm, avec des ventilateurs qui sont RGB et qui ont un système assez cool puisque ceux-ci peuvent se clipser entre eux. Et c'est quoi comme avantage? C'est que forcément, on va avoir un montage qui va être tout à fait propre et tout à fait net et en plus, on va pouvoir économiser sur les câbles de branchement puisque vu qu'ils vont être clipsés avec des petites accroches façon un petit peu nanolive je trouve, on n'aura plus qu'un seul câble à aller relier sur la carte mère pour gérer les 3 ventilateurs. Après, la contrepartie, c'est qu'on va pas se mentir, ce sont des ventilateurs qui sont assez chers. J'ai réussi à les trouver à 78 €, les 3 frais de port inclus. Je pensais en reprendre 3 autres pour les mettre en bas du boîtier pour justement entourer la carte mère de ventilateur et avoir ce côté un petit peu lumineux assez cool. Mais au niveau sonore, même si c'est pas ultra bruyant et pas mauvais, j'ai préféré m'arrêter là puisque je pense que j'arrive à la limite de ce que je peux supporter en termes de son ambiant. Alors c'est pas du tout catastrophique, mais vraiment je pense que si j'en mets 3 autres, là ça risque d'être un peu trop bruyant à mon goût. Donc là c'est plutôt cool. Tous les RGB que vous voyez ici se pilotent via le logiciel de ma carte mère MSI, sont tous compatibles. Du coup, je peux multiplier les ambiances, choisir un effet un peu arc-en-ciel comme vous voyez derrière moi, ou pourquoi pas décider de faire une ambiance plutôt uniforme, pourquoi pas tout en blanc ou tout en bleu. On n'a pas forcément besoin que ça ressemble à Fast and Furious, à Tokyo Drift, on va dire, qu'il y ait des couleurs partout. Voilà, moi, c'est vraiment un petit peu le positionnement que je me suis fait. Pour la vidéo et pour les émissions, on va dire que je trouve que le côté un peu multicolore donne un côté cool, mais il y a vraiment des moments où j'ai besoin d'avoir juste du RGB tout blanc ou tout bleu en fonction des ambiances et ça rend tout aussi bien. Donc voilà, on n'est pas obligé de penser que le RGB est synonyme à chaque fois d'arc-en-ciel ou de 14 juillet. On peut aussi partir sur un côté RGB qui va donner une cohérence et qui va renforcer les couleurs par exemple du boîtier avec ce blanc. Voilà. Il y a simplement le RGB, on va dire, de ma carte graphique que je dois utiliser avec un logiciel additionnel qui est lié à Gigabyte. Donc, on vraiment choisit un petit peu ces ambiances. Tout se pilote de manière assez simple et assez facile, même si, voilà, je regrette que ma carte graphique ne peut pas être pilotée depuis ce fameux logiciel MSI. Comme je l'ai dit peut-être en intro de cette vidéo, j'étais très réfractaire au RGB. Je trouvais ça à la base too much, mais en vrai, sur une couleur unie, ça donne un côté très sobre et élégant, même si parfois on a envie de succomber à la multiplicité des couleurs. Voilà, on se fait un petit kiff, ça fait pas de mal, même si globalement, je les laisse même pas tout le temps allumés, j'ai parfois envie de les éteindre. Donc voilà, juste avec mon logiciel, j'appuie sur une touche et j'éteins tout ça. C'est histoire de me mettre un peu une ambiance quand l'envie s'y prend, quand je joue, quand je fais des émissions ou quand je ferai des vidéos aussi pour la chaîne. Alors, est-ce qu'on arrive au point final de cette vidéo? Est-ce qu'il y aura une partie 3? Globalement, de cette machine, je ne pense pas. Même si au niveau de la configuration, je n'exclus pas l'idée d'ajouter 16 Go de RAM supplémentaires si besoin s'en fait sentir. Mais pour le moment, mes 16 Go actuels me suffisent amplement. Nous voilà au terme de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je l'ai fait dans la douleur, j'ai eu beaucoup de problèmes techniques,
J'espère que le rendu sera bon. En tout cas, je remercie les youtubeurs donc que j'ai cités, FNK Hardware, Texama, Discover ID, il y en aurait d'autres, mais à eux et au site internet sur lequel j'ai pu retrouver des tests, je vais vous mettre tout ça en bas dans la description. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce pour récompenser le travail et n'hésitez pas à mettre un commentaire en tout cas pour me dire si le format vous a plu. L'idée c'était vraiment de vous donner quelques inspirations si comme moi vous étiez en train de renouveler votre machine. Et voilà, c'est chose faite, dans la douleur, mais c'est chose faite. On n'oublie pas de donner de la force et de faire ce qu'on peut pour aider nos amis des lutins du Phénix en faisant des dons. On regarde en bas, tout est indiqué dans la description. Je compte sur vous pour faire le max, même si l'époque est encore un petit peu morose à laquelle je tourne, au moment où je tourne cette vidéo. En tout cas, tous vos dons, vous aurez le droit à mon éternelle reconnaissance et je pense à celle des lutins du Phénix. Moi, je vais y aller parce que je suis mort. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Bye bye tout le monde.